Les bonnes pratiques en planification et l'arrimage au plan stratégique communautaire de l'Ontario français. Bon, c'est vrai que vous pouvez, si vous êtes une organisation francophone en Ontario, vous pouvez dire, ou un peu partout dans la société, dire, ah, j'ai pas besoin de penser à qu'est-ce qui se passe dans l'environnement de ma communauté plus large. Si je suis un francophone au Maroc et je lance une planif stratégique, c'est sûr, je regarderai peut-être pas le plan stratégique communautaire de l'Ontario français, mais est-ce que c'est important de regarder ce qui se passe dans ma communauté, avec les autres organisations? Et ça, sans doute, puis la réponse, moi, je dis sans doute, moi, ma réponse, c'est oui. Plus on va faire une planification stratégique où est-ce qu'on va tenir compte, si, exemple, on est une organisation locale, on est à Ottawa, dans le quartier Vanier, mais moi, je dirais qu'il faut aussi regarder le plan de la ville pour Vanier. Il faut regarder le plan de la table de concertation de notre région ou de notre localité, les services interagences, toutes ces choses-là pour nous inspirer à faire notre bon plan stratégique pour nous. Donc, nous, en francophonie, depuis quelques années, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario fait une planification stratégique communautaire où tous les secteurs et toutes les régions mettent la main à la pâte pour se donner un grand plan. Il est vraiment bon parce que même certains bailleurs de fonds disent, ben nous, on va recevoir, accueillir et même faire de ce plan-là stratégique de la communauté communautaire de l'Ontario français, on va s'en servir comme guide. Donc, les projets qui vont nous venir de la communauté, il faut qu'ils se positionnent avec tel axe ou tel secteur d'activité de ce grand plan stratégique communautaire. Donc, ce qu'on a fait, donc le plan stratégique, ça s'appelle Vision 2025, plan stratégique communautaire de l'Ontario français. Ensemble, bâtissons notre avenir. Donc, le document est en ligne sur l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Et il y a des piliers. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé axe ou secteur ou orientation. Ici, on appelle ça des piliers stratégiques. Il y avait le pilier 1, essor et vitalité. Pilier 2, attraction et rétention. 3, participation et célébration. 4, concertation et organisation. Très simplement sur la page, donc on sait qu'on peut télécharger le document, mais sur une page web, sur le site de l'Assemblée, on peut voir les piliers et même quand on pèse sur le pilier, il se retourne et on voit l'objectif émerger. Pour chaque pilier, il y a seulement un objectif. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, n'allez pas plus que 2 ou 3 objectifs par pilier ou axe ou domaine d'activité. C'est vraiment 3, là, c'est le maximum. 1 ou 2, c'est dans le raisonnable. Mais 1, c'est encore meilleur. Et de ces axes-là, je vais vous donner l'exemple du conseil de le COFRD, des organismes francophones de la région de Durham, où est-ce qu'ils ont fait vraiment leur exercice stratégique tout dernièrement. Leur nouvelle vision, mission et valeur est en ligne. Donc, ils ont leur vision 2023, ils ont leur mission, le pourquoi, la pertinence qui a été actualisée, puis les valeurs, intégrité, respect, reconnaissance, ouverture et autonomie. Ils ont même récupéré les mêmes couleurs pour faire pas juste un arrimage dans les mots et dans les concepts, mais aussi dans les couleurs. Puis encore là, de voir comment eux définissent ça au sein de leur propre planification 2018-2023. Donc, on reprend les piliers. Dans leur ancienne planification stratégique, on appelait ça des axes. Eux autres, ils ont dit, maintenant, on est prêt à harmoniser notre langage. On parle tous le français, tous et toutes le français, mais on va harmoniser notre langage pour qu'on puisse se reconnaître. Donc, on va appeler ça des piliers. Les volets, on a repris les volets parce que dans chaque pilier, il y avait plus d'un volet d'activité. Donc, on a repris les volets d'activité qui nous concernaient au COFRD. Pour chacun des volets, il y a eu un objectif. Donc, vous voyez, on est parti, sauf le dernier, renforcement des capacités, il y a 2 objectifs. Sinon, c'est un objectif par volet d'activité qui se retrouve dans le pilier. Et les activités prioritaires qui vont se réaliser en 2018 et 2023. Ça, c'est un document qui parle au monde, qui l'ont développé, parle aux gens qui vont le lire. On voit l'arrimage avec le grand plan de la francophonie de l'Ontario. On voit aussi à quel point ça représente la région de Durham. Ça a été pondu par des gens de Durham pour répondre aux besoins de la communauté de Durham, mais dans une logique où est-ce qu'on reconnaît. On est capable, en utilisant le même langage, quelqu'un qui serait dans une autre région de l'Ontario peut se dire « Hey, quand je vois le plan du COFRD, ils travaillent aussi au niveau de l'accessibilité puis l'utilisation des services. Je peux voir eux autres qu'est-ce qu'ils proposent comme objectif. » Ça peut m'inspirer parce qu'on est en train de comparer des pommes avec des pommes. Puis peut-être que chez nous, le même genre d'objectif est pertinent, puis on n'y aurait pas pensé avant, puis ça peut nous inspirer à l'intégrer dans notre planification stratégique. Mais on va quand même avoir à la fin de la journée peut-être un document, au lieu d'être 125 pages, ça va être 5 pages, 8 pages, 10 pages pour chaque
pilier. On reprend, vous voyez, le volet. Donc, il faut vraiment... puis là, pour faire la transition entre le mot qu'on utilisait avant puis le mot qu'on utilise maintenant. Avant, on appelait ça des axes. Maintenant, c'est des piliers. On les a écrits les deux. Puis sans doute que le prochain plan stratégique, ça va être juste écrit pilier. Donc, il faut que le document, il marche en même temps que nous autres, là. Donc, on s'est dit, avant, le monde voyait des axes. Là, on parle de pilier. On va écrire les deux mots. Donc, on voit le pilier. On voit... excusez-moi. On voit aussi le volet dans ce pilier-là. Donc, ici, vous avez essor et vitalité et les deux feuilles dans l'essor et vitalité avec les deux objectifs, les activités prioritaires, les résultats directs, les indicateurs de rendement, la méthodologie pour vraiment réaliser ces activités-là et la période de temps. Quand on a fait ce tableau-là comme ça, parce qu'on se pose la question à chaque planif stratégique, moi, je pose la question aux gens, le tableau doit être utile pour vous, pas pour le voisin, pas pour une autre organisation ailleurs, doit être utile, puis pas pour le bailleur de fonds, il doit être d'abord utile pour vous. Quel genre de colonne d'information que vous voulez mettre en place dans votre gabarit, dans votre tableau, pour mettre votre information. Donc, on s'entend sur le gabarit avant d'essayer de travailler avec. C'est sûr qu'on peut le bonifier, on peut l'améliorer, parce que là, on se rend compte, il faudrait rajouter une autre colonne, des choses comme ça, mais on s'entend sur le gabarit pour bien y mettre notre information. Puis, le COFRD a tellement fait une bonne job depuis 2003. C'en est un organisme qui est parti d'un employé à plusieurs employés, plusieurs secteurs d'activité. C'est qu'à chaque document qu'ils ont fait, aux 3 ans ou aux 5 ans, ben ils ont été très précis avec ce genre de colonne-là et ça l'a beaucoup aidé à rédiger des demandes de subvention à plusieurs partenaires financiers. Donc, vous allez voir, on a maintenu la couleur en fonction des piliers pour qu'on puisse se retrouver. On veut aider le monde à se retrouver, on ne veut pas les perdre dans nos mots, puis dans nos concepts, dans nos grandes phrases. On est très précis quand on dit dans le pilier, l'axe attraction, rétention, intégration des nouveaux arrivants, offrir des services de travailleurs d'établissement dans les 6 écoles francophones de la région de Durham. Ce ne sera pas écrit 6 à Windsor, ce ne sera pas écrit 6 à Ottawa. Là. On retrouve notre information juste et pertinente dans notre région. Dans les indicateurs, 7 écoles seront desservies. Donc, vraiment, là, dans la méthodologie, on va s'associer avec COPA pour faire l'évaluation avec nous, pour nous. Donc, on voit vraiment qu'on a toute l'information pour aider autant la direction générale, son équipe de travail et le conseil d'administration à avoir un document performant pour nous aider à guider le développement, la gestion et la croissance de notre organisation pour les prochaines années. Et là, ce qui est fascinant avec ça, c'est que c'est aussi arrimé. Donc, on fait un exercice profond pour non pas juste le faire, notre planning stratégique pour nous et pour les membres de notre communauté, mais on le fait en se positionnant dans cette grande francophonie si riche en Ontario. Et là, vous voyez, ça continue selon les tableaux des gens, participation et célébration, la même chose. C'est aéré comme tableau, ça permet aussi, quand on a imprimé une fois le document, aux gens de prendre des notes, de bonifier sans nécessairement toujours avoir réimprimé une nouvelle version. On réimprime quand il y a vraiment trop de modifications dans le tableau, puis on le met à jour, puis tout le monde a les mêmes correctifs. Pour le dernier bloc, on ne fera pas de pause parce qu'on a pris une bonne pause entre le module 1 et le module 2. Je vais vous proposer un autre outil. C'est un one-pager, une page. Ça s'inspire d'un outil qui a été très performant, qui est toujours très performant dans le milieu des affaires. On appelle ça le business canvas, le modèle d'affaires. Ça ressemble à ça, le dessin. C'est sur une feuille, il y a différentes sections qui vont parler autant de la clientèle, du marché, du milieu, de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis notre relation, les revenus, les ressources, les activités. Et le Business Model Canvas, en plus d'être sur une page, c'est que ça nous permet d'écrire du contenu qui va être de façon stratégique, présenté en harmonie ce qui se passe dans notre organisation. L'atout principal du Canvas, c'est vraiment sa simplicité dans la présentation, mais aussi dans la réalisation. C'est simple à faire, c'est simple à présenter à d'autres. Puis, on peut l'utiliser avant d'élaborer soit le plan d'affaires, si on est une organisation qui a des activités commerciales, ou on peut s'en servir aussi pour l'élaborer avant notre planification stratégique. Ça peut être un exercice de remue-ménage. Ça peut être un exercice où est-ce qu'on donne le gabarit aux gens, ils le font chez eux, chez elles, avant de venir à la première session de planification stratégique. Puis là, elles ont pu réfléchir à tête reposée dans un autre contexte, très inspirant ou autre, certains éléments, puis revenir à la session.
Ça, c'est le business canvas d'affaires. Donc, vous voyez, il y a des sections. Quand ça rentre sur une page, la logique, c'est pas de faire éclater les boîtes, c'est d'écrire dans la boîte. Donc là, il n'y a pas juste le titre de chacune des boîtes comme partenaire, activité, ressources, offre, relations clients, canaux de distribution, structure des coûts, source de revenus, mais il y a les questions indicatives, dans le sens que pour écrire dans la section offre ce que vous offrez à la communauté, bien, on donne certaines questions pour vous aider à y réfléchir. C'est sûr que dans votre canevas d'affaires, pour vous, on enlèverait ces questions-là pour que vous y mettiez votre contenu. Mais c'était juste pour vous montrer un peu les genres de questions que les gens se posent s'ils veulent faire un business canvas, un canevas de modèle d'affaires. Mais quand on a fait chacune des étapes, puis je vais vous dire comment on le fait, puis moi, je l'ai modifié aux organismes à but non lucratif, donc vous allez voir, on se pose aussi d'autres genres de questions. Puis, on utilise aussi la logique des post-it en passant. Une idée par papier. Moi, j'ai imprimé dans les grandes chaînes d'impression un peu partout en Ontario, le Business Depot et autres. J'ai imprimé pour 2 $, 3 sur du 2 pieds par 6 pieds ce canevas-là sans voir toutes les questions. Donc là, avec des bons post-it là, de peut-être cette grandeur-là, différentes couleurs, je me permets à chacune des sections d'écrire toutes mes idées. Pourquoi les post-it puis une idée par papier? C'est qu'au fur et à mesure qu'on met qu'on place nos réponses dans chacune des sections, quand on va regarder à des moments donnés l'ensemble de l'image, on va dire « Ah, on a collé telle entité dans notre client ou dans nos membres potentiels, mais dans le fond, non, ça devrait être un partenaire. Et ce papier-là, soit qu'on l'écrit 2 fois parce qu'il pourrait se retrouver aux 2 places, ou soit qu'on l'enlève dans la section membres et clients, puis on peut l'amener dans partenaire. Puis à la fin, sans avoir à réécrire 2 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois nos idées ou de biffer un peu partout, on a un beau canevas qui nous ressemble. Et comme je l'ai dit, ça peut être un exercice qu'on fait individuellement, puis après ça, le partager. Donc, le canevas pour les organisations à but non lucratif, c'est la même logique du business canvas. Une page, simple, puis on l'utilise avant notre plan stratégique ou notre plan d'affaires. Et il ressemble à ceci. Donc, on peut voir qu'il y a des boîtes qui sont rajoutées au cœur de la page et on va vraiment passer étape par étape. Donc, l'étape 1. En passant, là, cet outil-là n'a pas été inventé juste par quelqu'un qui rêvait à créer un one-pager logique, stratégique pour aider le monde à partir en affaires. Ça a été créé puis même étudié par des psychologues, par des psychiatres qui disent le cerveau humain, il pense comment? L'humain, quand il développe un projet, il pense comment? Puis la première chose que l'on pense quand on veut développer un projet, soit en individuel ou collectif, on pense d'abord à nous. Donc, c'est au cœur de la page. Donc, moi, j'ai appelé ça l'étape 1. C'est le quoi? C'est notre vision, c'est notre proposition, c'est notre mission, notre raison d'être. La première boîte, c'est l'énoncé de vision. C'est sûr qu'on n'est pas dans une logique d'écrire une phrase, mais on peut écrire 2, 3 mots, 4 mots sur comment on voit notre organisation dans 5 ans. Donc, encore là, vous voyez, si la personne fait ce tableau-là avant de venir à la première session, elle a déjà ses propres réponses. Et quand on va vivre l'exercice en collectif lors de la première ou de la deuxième réunion de planification stratégique, elle va vraiment arriver toute préparée, même fière de ses réponses, fière de les dire à voix haute, puis fière aussi d'entendre les réponses des autres. Il y aura un petit peu plus de préparation ou de le faire à froid. Moi, j'aime bien faire des exercices à froid, mais j'aime aussi parfois faire des exercices avec un peu plus de réflexion. Quand on le fait comme ça, souvent, on va chercher une deuxième dimension dans la qualité de l'information qu'on collige. Un des éléments qu'on ne voit pas dans le tableau sommaire que je vous ai montré tout à l'heure de la planification stratégique, c'est la deuxième boîte. C'est toujours au cœur de l'étape 1. Notre organisation propose une solution à un ou des problèmes ou un ou des besoins exprimés dans la communauté. Tu sais, on a des organisations qui existent depuis 100 ans. Si on toujours continué à faire ce qu'ils faisaient il y a 100 ans, ils répondent peut-être plus aux besoins émergents dans notre communauté, aux nouveaux besoins de notre communauté. S'ils ne sont pas renouvelés, peut-être qu'ils reçoivent encore du financement, mais ils ne sont pas vraiment pertinents. Le monde se pose la question pourquoi encore ils existent. Ils ont de la misère à recruter des bénévoles, puis tout le monde se dit, il faudrait peut-être faire autre chose. Mais dans ce canevas-là, si on met au cœur même de notre réflexion, c'est quoi vraiment notre pertinence? Pas juste vers où on va, puis c'est quoi notre mission, notre raison d'être, mais réellement à quel besoin qu'on répond, à quel problème qu'on répond dans notre communauté.
Si on n'est pas capable de rien écrire dans cette boîte-là, il faudrait peut-être se poser des questions sérieuses sur la pertinence de notre organisation. Peut-être qu'on n'est plus nécessaire aujourd'hui parce qu'il y a eu plein d'autres organisations qui ont été créées parce qu'ils répondent davantage aux besoins de la communauté. Ou non, au contraire, on est toujours super pertinent parce que tout ce qu'on fait vraiment répond à ce besoin-là ou à ce problème-là de la communauté. Puis on les nomme les problèmes. Une idée par papier, mais on les écrit. On fera peut-être un ménage après, parce qu'on va peut-être dire qu'il y a 15 besoins dans notre communauté, mais dans le fond, nous, là, tout notre travail, c'est vraiment pour répondre à ces 3 problèmes ou 3 besoins de la communauté. Puis le reste, bien, on espère que c'est d'autres organisations ou quand on a une table de concertation régionale puis qu'on a fait l'exercice, on peut dire, écoutez, là, on est 15 organismes dans la salle. Nous, on répond à il y a 25 besoins dans la communauté. Nous, comme organisme, on répond à 3 de ces besoins-là. Qui répond aux 3 autres? Qui répond aux 10 autres? Puis ensemble, on peut avoir une réflexion stratégique de dire, non, on a 25 besoins dans notre communauté. On a une perception que tout le monde fait la même chose parce qu'on répond tous et toutes aux 5, 6 mêmes besoins et problèmes. Donc là, on peut ajuster notre tir pour éviter le dédoublement. On peut vraiment s'assurer de revoir notre travail pour être en complémentarité, puis de travailler peut-être ensemble sur certains projets. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tous les autres besoins de notre communauté qui sont actuels, qui sont présents, puis personne ne travaille là-dessus? Bien, si on le fait, cet exercice-là, on peut peut-être dire, il y a peut-être un nouveau projet qu'on pourrait faire qui est en lien avec notre mission puis qui répondrait aux besoins. Ou il y a peut-être un autre organisme qu'on pourrait leur proposer d'explorer le développement d'un nouveau projet parce que le besoin est vraiment criant dans la communauté. L'autre boîte qu'on ne retrouve pas aussi dans notre feuille sommaire, c'est une boîte qui est vraiment au cœur même du Business Canvas. C'est quoi notre proposition de valeur? Qu'est-ce qu'on offre réellement à notre communauté? Qu'offrirons-nous pour répondre à ce problème ou à ce besoin ou à ces problèmes ou à ces besoins? Que ferons-nous pour offrir une proposition différente, une proposition de valeur qui saura intéresser nos membres et notre clientèle ou nos clientèles? Et vous voyez à tel point que le guide, il est chaud. J'ai écrit non membres, mais c'est nos membres. Donc, la version finale sera modifiée, mais dans le sens que c'est tellement important d'avoir dans l'étape 1 la vision, le problème, le besoin, mais qu'est-ce qu'on offre de différent? Qu'on se questionne pour vrai si on est 3 ou 4 dans la même organisation, dans la même communauté, on projette une perception de faire toute la même chose. Il faudrait peut-être se regarder dans le miroir puis vraiment clarifier, nous, au sein de notre organisation, qu'est-ce qu'on offre de différent pour répondre à ce besoin ou à ces problèmes-là. Et on termine cette grande colonne-là qui est au cœur même de pourquoi on existe. La vision, la mission, les valeurs, on les ramène, la mission et les valeurs de notre organisation. Mais vous voyez les 2 autres compléments, ça vient du milieu d'affaires. On ne peut pas vendre un produit s'il n'y a pas de besoin sur le marché, l'offre et la demande. Mais c'est la même chose pour le communautaire. On ne peut pas maintenir des organismes en vie puis essayer de recruter des bénévoles puis embaucher du monde s'il n'y a pas de raison d'être parce que ça ne répond pas aux problèmes et aux besoins. Donc, ces 2 éléments de plus au cœur même de notre réflexion stratégique peut nous aider à aller beaucoup plus loin pour continuer à développer des organismes et à faire croître des organismes qui répondent toujours à des besoins émergents. Là, après ça, on s'en va à l'étape 2. Et là encore là, c'est un psychologue qui a dit, après qu'on s'est centré sur nous-mêmes, puis des fois on le voit, on parle à quelqu'un, puis d'un coup il lève les yeux vers la droite ou il lève les yeux vers la gauche. Supposément que notre cerveau, quand on lève les yeux vers le haut, c'est parce qu'on se tourne vers l'extérieur. Puis quand on lève les yeux vers la gauche, c'est parce qu'on se pose la question sur comment on va le faire. Donc c'est la même logique. On va vers la droite, on se tourne vers l'extérieur. Et là, dans la première section, c'est qui sont nos membres? Qui devraient être nos membres, qui nous appuient, qui investit dans l'organisation. Et on peut avoir des membres, puis on peut aussi offrir des services à plein d'autres mondes dans notre communauté. Pourquoi pas appeler un chat, là? Ça peut être des participants, mais ça peut être aussi des clientes et une clientèle. Pas des clients et des clientes, mais une clientèle. Des gens qui vont peut-être voir nos spectacles, des gens qui vont venir à nos ateliers, des gens qui vont venir à notre souper spaghetti, mais qui ne sont pas nécessairement membres de l'organisation. On aimerait peut-être ça que tout le monde de notre clientèle qui participe à nos activités devienne membre parce qu'on aurait une belle relation soutenue, puis ils recevraient notre infolette, puis ça ferait un bassin de gens qui pourraient éventuellement peut-être faire du bénévolat au sein de l'organisme. Mais ceci dit, dans cette boîte-ci, on répond au pour qui. Après ça, quand on est clair sur le pour qui,
c'est quel genre de relation qu'on veut avoir avec ces gens-là et quelles vont être les stratégies pour les rejoindre, nos canaux de distribution. Donc, dans la relation, est-ce qu'on va avoir une relation directe parce qu'ils viennent à nos activités? On fait un atelier, ça se passe dans notre local, à tel endroit, puis ça. Donc, ils viennent chez nous. C'est-tu indirect parce qu'ils reçoivent notre infolette, ils s'informent, ils peuvent répondre à un sondage, à une consultation, ils suivent un webinaire. C'est indirect, si vous êtes ailleurs, vous êtes dans votre bureau, vous êtes chez vous, puis vous pouvez suivre une formation en direct ou en différé, mais c'est indirect. On n'est pas en présentiel, on n'est pas dans la même salle en même temps, mais on marche ensemble. Et le canal de distribution, quand je disais les stratégies, c'est comment on se fait connaître et reconnaître autant auprès de nos membres ou notre clientèle. Donc, tout d'un coup, le pour qui, on clarifie le pour qui dans le pluriel, les membres et les autres gens qu'on rejoint, quel genre de relation qu'on va avoir avec ces gens-là. Si on travaille avec les personnes âgées, on est mieux d'avoir un local. C'est un groupe de gens qui préfèrent se rencontrer en personne, jouer aux vraies cartes. Ils vont jouer aux cartes sur leur ordinateur, mais ils aiment bien ça, jouer aux cartes avec d'autres gens en personne, puis de sourire, puis de rire, puis de prendre un bon repas ensemble, des choses comme ça. Puis les canaux de distribution, est-ce que ça sera l'infolette, notre site Internet, des rencontres d'information dans la communauté? Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Là, on s'en va vers l'extérieur. Pour réaliser cette vision-là, avec la mission qu'on a, nos valeurs, pour répondre à ce problème ou ces besoins-là, pour rejoindre nos membres, mais aussi toutes les autres personnes que l'on dessert, on va le faire comment? Puis là, on se retourne vers l'extérieur. Premièrement, la première chose que l'on fait dans cette boîte-là, on y va pas de gauche à droite, on y va vraiment de droite à gauche. Donc, pour réaliser notre vision, notre mission, nos valeurs, il faut nommer concrètement qu'est-ce qu'on fait. Donc, dans la liste d'activités, vraiment, on a toutes les activités, nos projets, notre programmation, nos activités de levée de fonds. Quoi que ce soit que l'on fait, on le met vraiment sur une liste d'épicerie. Là, la question, c'est pour chacune de ces activités-là. Puis là, on peut le faire de façon très méthodique. On peut prendre activité par activité. Pour cette activité-là, est-ce que j'ai besoin de partenaires? Ou c'est quelque chose qu'on fait seul? Donc là, si on le fait comme ça, on va peut-être, oui, identifier déjà les partenaires qu'on a, qui nous appuient dans certains projets, ou dire, non, tel projet, j'ai toujours pas un partenaire, mais j'aimerais approcher telle organisation pour qu'il devienne un collaborateur ou un partenaire. Donc, si on prend chaque activité puis qu'on se dit, est-ce qu'on a un partenaire? Est-ce qu'on voudrait d'autres partenaires? Bien, tout d'un coup, notre liste de partenaires commence à faire aussi du sens. C'est une façon de colliger l'information de façon super stratégique. Et après ça, pour telle activité qui nous aide à réaliser notre vision et en respect de notre mission puis de nos valeurs, puis pour répondre aux besoins de nos membres puis de notre clientèle cible, quel genre de ressources qu'on a de besoin? Donc là, les ressources humaines, les ressources financières, les ressources techniques. Et après ça, on arrive vraiment dans le combien. Peut-être qu'au début, on va dire, il nous faut de l'argent, il nous faut du personnel, il nous faut des bénévoles, il nous faut ci, il nous faut ça, mais on est vraiment dans la liste. Là, on va vraiment focuser sur les ressources financières. Encore là, dans les coûts, idéalement, ça serait d'écrire nos grands postes financiers. Donc, c'est un ébauche de budget. Si on n'est pas là puis qu'on n'a pas toute l'information, il faut au moins réfléchir à qu'est-ce qu'on va payer. On va peut-être avoir des salaires, on va peut-être avoir un loyer, on va peut-être avoir du déplacement pour faire toutes ces activités-là parce qu'on ne les fera pas toutes dans notre bureau. On va aller un peu partout dans le quartier. Il va falloir louer d'autres salles, il va falloir payer des repas. On essaie d'identifier les postes de dépenses. Puis si on est capable d'y mettre une valeur, on y met, mais sinon on sait qu'on va faire un budget un peu plus tard. Mais au moins, on essaie d'identifier les postes de dépenses. Puis si on peut avoir un estimé, exemple, on va faire 15 ateliers dans l'année. On en a déjà fait l'année passée, on en avait fait 10. D'en faire 15, on est capable, avec la dépense qu'on a eue, d'essayer d'identifier combien de plus ça pourrait me coûter. Puis c'est à titre indicatif. C'est pas le dernier chiffre. Il n'a pas été validé quand on faisait notre budget, mais ça nous donne un sens de si on voulait faire toutes ces activités-là, en respect de notre vision, notre mission, de nos valeurs et de répondre aux vrais besoins pour rejoindre ce monde-là et de la façon qu'on a le goût de les rejoindre, avec ces partenaires-là puis ces activités-là, combien ça nous coûterait? Si on se dit ça nous coûterait à peu près 250 000 puis qu'on a un budget de 25 000, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre équation-là. Soit qu'il faut faire moins, soit qu'il faut se concentrer, soit qu'il faut prendre des décisions, soit qu'on fait des efforts additionnels pour aller chercher l'argent qu'il nous faut pour vraiment refaire tous ces éléments. Si on n'est pas prêt à extraire des documents parce que c'est impossible d'aller chercher toutes ces ressources-là,
On va toujours avoir la langue à terre, puis on va toujours avoir le sentiment de ne pas accomplir ce qu'on a le goût d'accomplir. Donc, l'image doit être fidèle et réaliste à la fin. Donc, si on veut faire toutes ces activités-là, je le redis, en lien avec la vision, la mission, les valeurs, pour répondre aux besoins, aux problèmes, pour rejoindre cette clientèle-là et ses membres dans l'impact dans notre communauté, ben si ça coûte 250 000 puis qu'on n'a pas la capacité de le mobiliser, ben il faut peut-être couper les activités. Ça ne veut pas dire qu'on va changer notre vision et notre mission, mais ça veut peut-être dire qu'on va couper nos activités ou qu'une année, on va en faire 3. L'autre année, on va en faire 3 autres. L'autre année, on va en faire 3 autres. Ça va être une colonne, ce qui risque de changer d'année en année parce que notre budget global est 50 000 et non pas 250 000. L'autre partie du 4, c'est toujours dans le combien. C'est combien d'argent qu'on est capable d'aller chercher, soit par des subventions, par des contributions, par des dons, par les contributions des membres, les adhésions des membres aussi, mais qu'on se questionne un peu. L'argent vient d'où? Puis si l'argent vient d'où vous intéresse, il y a aussi un autre webinaire sur la thématique, donc vous pouvez écrire à la FO et aller le voir en ligne. Comme si vous voulez avoir plus d'informations sur la planification stratégique, il y a un autre webinaire en ligne dans le même projet développement des capacités du réseau. Et c'est encore là, ça vous donne un peu plus de contenu sur les concepts de base de planification. Ceci dit, donc vous voyez à l'étape 4, on a une idée de nos coûts. Puis on a aussi notre idée au niveau des revenus potentiels. Si ça tient la route, on sait que c'est un titre indicatif, on sait que c'est pas le budget réel, on n'a pas validé toutes les hypothèses, mais on s'inspire de combien ça nous a coûté l'année avant ou l'autre année avant. Puis on n'est pas à côté de la traque, là, on connaît vraiment l'évolution de notre organisation, donc on devrait être capable de coucher quelques chiffres. Et l'évaluation. J'ai rajouté cette ligne-là parce qu'on le dit souvent, si une organisation veut bien faire ce qu'elle fait aujourd'hui, être prête à gérer le changement si jamais il arrive quelque chose dans son environnement puis qu'elle doit changer des choses, être prête à se projeter dans le temps, être prête à gérer des activités mais avec succès et d'apprendre de ses erreurs, ça veut dire qu'il faut trouver une façon d'évaluer notre travail, d'évaluer ensemble ou d'évaluer par projet avec les personnes directement impliquées dans le projet. Donc, comment on va évaluer l'évolution de notre organisation? Donc, on peut identifier 2, 3, 4 ou 5 méthodes. Puis, c'est quoi qu'on a le goût vraiment de changer dans le monde, là? C'est quoi l'impact qu'on veut faire? Et qu'on puisse l'écrire. On fait tout ce travail-là à chaque année. Un canevas comme ça, absolument, ça couvre une année, même si au centre, on met la vision de notre mission, c'est sur une année, puis on l'actualise à chaque année. Mais notre impact, on sait qu'il faut travailler plusieurs années pour provoquer ce changement-là chez des personnes ou dans notre communauté. Donc, d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'on a le goût vraiment de changer dans notre monde? Donc, vous voyez la page, comment elle est efficace. Moi, je peux vous dire que, exemple, pour les plans d'affaires, très simple, ça prend à peu près 250 heures. Puis des fois, les gens se garochent là-dedans, font plein de recherches, écrivent plein de choses, ont un document de 20-25 pages, mais ils se sont trompés en partant sur l'idée première du projet. Tandis que quand on fait un canevas d'affaires avant, puis qu'on essaie de voir si l'idée de notre entreprise tient la route sur une page, puis que là, on s'en rend compte, on a peut-être investi 10 heures, 12 heures, 15 heures au max, peut-être même ça a été 3 heures. Mais on sait que notre scénario est plausible, que notre scénario tient la route ou il faut modifier des affaires avant que ça tienne la route. Et à ce moment-là, ben, ça peut donner une nouvelle pulsion si les gens font cet exercice-là, soit en collectif ou individuellement. Ça peut aussi alimenter le développement, l'élaboration de notre planification stratégique. Très performant comme outil, je l'utilise partout. J'ai même un canevas personnel parce que des fois, on veut faire un développement d'un leadership au sein de l'organisation. On veut que les personnes s'auto-évaluent et s'identifient, identifient leur trajectoire de vie, leur trajectoire professionnelle. Donc, il y a un canevas personnel que j'ai adapté. Mais je peux vous dire que c'est tellement performant. Ça a été traduit en français, en anglais, en espagnol et en arabe, tellement que c'est un outil qui fait le tour du monde puis qui est grandement apprécié. Et c'est la même chose, hein? Si on a écrit nos idées sur des post-it un peu partout, ah oui, en passant, quand les gens l'impriment là, sur un très grand format, ils mettent souvent ça dans leur salle de réunion. Ça devient vraiment, puis on peut même le faire plastifier pour quelques dollars de plus, et ça peut devenir un document vivant qu'à un moment donné, on peut même effacer avec le doigt et rajouter un élément si on ne veut pas travailler avec les post-it, parce que les post-it, à un moment donné, vont se peut-être décoller.
Mais vous pouvez voir comment là aussi, on va naviguer dans le document pour bouger les choses. À la fin de la journée, ça va avoir l'air de ça. Ici, on ne s'était pas donné une règle de couleur. Moi, j'ai des photos de Canva où est-ce que tout ce qui était à l'extérieur, ils ont pris du vert. Donc, tout ce qui est dans l'étape 2, puis tout ce qui était dans l'étape 3, c'était du bleu, puis tout ce qui est au centre, c'était du or. Puis, parce qu'ils se disaient, si les post-it tombent, on va savoir où ça va. Et vous voyez, c'est pas certaines boîtes, on va avoir, comme ici, peut-être pour les activités. Donc, c'est vers la gauche, étape 3, dans le comment. Il y en a comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 activités qu'ils veulent faire. Puis quand ils identifient les ressources, vous voyez qu'il y a plein d'argent qui a été identifié pour réaliser ces activités-là. Donc, quand les gens ont présenté leur Canva, ça tenait la route. Ils allaient se chercher les moyens pour réaliser leurs aspirations et pour continuer à bien répondre aux besoins de leur communauté. Donc, je vais vous laisser avec une petite devinette, parce qu'on a joué avec les mots comme vision, mission, avant de vous projeter la réponse, je vais vraiment vous demander d'y réfléchir. Si je vous disais, il y a une organisation, sa mission, c'est d'offrir des services de transport en commun sûrs, fiables, courtois, à un prix raisonnable. À quoi pense-t-on? Je vous laisse y réfléchir. En plus de ça, les autres, ils disent qu'ils veulent réduire les émissions de gaz, les effets de serre, la congestion routière, la nécessité de construire de nouvelles routes. Cela est assez facile. C'est souvent notre service de transport en commun. Leurs énoncés de mission, un petit peu long à mon goût, parce que vous avez vu, mon réflexe, c'était d'arrêter de la lire après le premier point. Donc, je pense qu'il aurait pu très bien avoir une phrase plus punchée, puis que j'aurais pu la dire avec tout mon élan et la passion, parce que j'y crois dans les transports en commun, puis je sais que ça a un impact pour les personnes, ça rend le transport accessible, mais aussi ça a un impact pour la planète. Un autre. Essayez de deviner quelle entité sur la planète a cette vision de mission. Bâtir aujourd'hui la fonction publique de demain moderne, impartiale et juste. La mission, promouvoir et maintenir une fonction publique non partisane, fondée sur le mérite et représentative qui est au service de tous les Canadiens. Donc, si on n'avait pas eu le mot canadien, on aurait pu penser que c'est notre gouvernement provincial ou même municipal. Mais là, on parle du gouvernement du Canada. Donc, vous voyez chaque mot. C'est sûr qu'on pourrait en débattre longtemps. Est-ce que c'est moderne? Est-ce que c'est impartial? Est-ce que c'est juste? C'est à ça qu'ils tendent. Si vous allez sur le site du gouvernement, il faut la fouiller. Hein? C'est pas sur tous les sites des ministères. Donc, moi, ça m'a pris du temps de le trouver, mais quand je l'ai trouvé, je me suis dit, hey, ils devraient l'afficher, leur vision, les missions. C'est quand même mobilisateur, c'est quand même inspirant, ça peut inspirer les gens qui travaillent dans la fonction publique, puis ça peut inviter des gens comme nous qui utilisent des services publics à peut-être respecter quand il y a des problèmes, parce qu'il y a des problèmes partout. Maintenant, essayez de deviner qui ose avoir cette mission-là. Rafraîchir les gens, insuffler de l'optimisme et du bonheur, créer de la valeur et changer les choses. Qui, vous pensez, qui a osé penser à une mission comme ça et qui ont fait de cette mission-là la leur? Coke. Aïe, 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 aïe. Mais, vous voyez, leur mission, ils s'y retrouvent. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça va avec le produit, mais pour eux, c'est ça. C'est ça qu'ils essaient de diffuser aux gens. Nous, on est là pour vous rafraîchir. Quand vous buvez un Coke, vous avez du plaisir. Ça l'amène un sentiment de bonheur. Le monde qui aime le Coke et qui boit du Coke sont super heureux. Mais c'est vraiment du marketing aussi. Encore là, eux, Coke, on le voit sur leur site, mais il faut fouiller un petit peu. Maintenant, vision, être le meilleur détaillant dans le cœur et l'esprit des consommateurs et des employés. Notre vision, épargner de l'argent pour que les gens puissent vivre mieux. Qui vous pensez a osé élaborer cette mission et cette vision? Le dépanneur du coin, l'épicerie, le village des valeurs? Eh non, c'est Walmart, qui d'ailleurs appartient au village des valeurs. Donc, c'est multimilliardaire dans plusieurs pays. Et eux autres, c'est ça leur logique. Puis c'est vrai, ils essayent de vendre des produits. Ils ne nous disent pas que les produits sont pas nécessairement de très grande qualité, mais ils vous garantissent que vous allez épargner chez eux si vous consommez chez eux.
L'autre, notre mission première est d'être considérés par nos clients comme le restaurant où ils préfèrent se rendre. Nous nous engageons à offrir des produits de meilleure qualité et un service irréprochable dans un environnement propre et accueillant. Nos clients, ils vont même vivre une expérience. Là, c'est le nom de leur restaurant, toujours plus riche. Nous travaillons avec nos collaborateurs et nos fournisseurs à élargir constamment l'accessibilité à la marque et à faire évoluer notre offre. Donc, vous reconnaissez des mots, hein? Du canevas d'affaires, on parle d'offres, on parle de valeur, on parle de, tu sais, imaginez qui a pu proposer ça. Ça me tente quasiment de demander à Mélanie, qu'est-ce que tu en penses? Qui tu penses qui pourrait prétendre avoir telle mission? McDonald's. Hey, tu as gagné le prix! C'est McDonald's. Encore là, on peut être en désaccord, mais c'est vraiment la mission qu'ils affichent, qu'ils font la promotion au sein de leurs équipes de travail, qui essaient de motiver autant leurs actionnaires que les gens qui y travaillent, de dire c'est pour ça, c'est la raison d'être, c'est comme ça qu'on a le goût de travailler. 10 avantages de faire de la planification stratégique. On veut exercer une influence. On veut être prêt à faire face au changement. On veut mobiliser toutes les ressources nécessaires pour réaliser notre vision, notre mission, nos valeurs. On veut assurer une continuité. On veut atteindre plus facilement les objectifs qu'on a identifiés pour bien répondre aux besoins de la communauté. On veut mieux tirer profit de nos forces, de nos faiblesses, de nos opportunités, de nos menaces. On veut augmenter la crédibilité de notre organisation. On veut coordonner nos choix stratégiques. Quand on dit coordonner nos choix stratégiques, c'est aussi de prendre des décisions, pas vouloir tout faire, mais de faire vraiment ce qui serait bon pour répondre aux besoins dans la communauté, puis de choisir d'investir dans des actions réfléchies, stratégiques et structurées, tout en ayant du plaisir. Rappel pour la planification stratégique, ça va faire un sommaire de l'ensemble de la formation. Rappelez-vous, il y a le diagnostic, il faut le faire. Il y a différentes façons de le faire, mais c'est important de le faire. Pourquoi? Pour que chaque personne qui va vivre pleinement l'élaboration de la planification stratégique parte avec une image commune de la réalité de notre organisation, de ses forces, de ses faiblesses, des opportunités, de ses menaces, de sa ligne de temps, de son histoire, de son vécu, de son expérience. On se lance dans l'exercice de planification. On va travailler sur la vision, on va travailler sur les valeurs, on va reconfirmer la mission, la raison d'être de notre organisation et on va confirmer les orientations stratégiques, les piliers, les axes, les objectifs et on va trouver les ressources humaines, financières et techniques pour réaliser notre plan stratégique. Et de là, quand on a cette information-là, on va peut-être élaborer des plans d'action pour chacun des projets. Parce que c'est beau de dire on va faire tel projet prioritaire, on va créer un programme de formation pour l'ensemble de la francophonie de l'Ontario, comme l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario le fait par ses webinaires. Mais ça ne se fera pas tout seul. On ne peut pas, juste en écrivant une ligne, dire ça va se faire. Cette ligne-là, on va la défaire ou l'élaborer avec une variété d'actions à entreprendre, donc qu'on appelle un plan d'action pour réaliser chacun des projets. On va avoir un plan de mise en œuvre. Puis, à tout moment donné, on travaille sur l'évaluation pour évaluer le progrès et les résultats de notre travail. Ça nous ramène à où en sommes-nous, où voulons-nous aller, comment y arriver, avec quels moyens et, pour conclure le tout, avons-nous réussi? Imaginez à quelque part si vous avez le privilège de faire une planif un jour et de la refaire 3 ans ou 5 ans plus tard, de boucler la boucle et de continuer d'être dans un cercle d'apprentissage et dans l'action pertinente dans notre communauté. C'est là qu'on a le plaisir de vraiment développer une communauté forte et des organisations fortes. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce webinaire a su répondre à toutes vos questions.
Oh. Il y a une question en ligne qui dit combien de personnes on devrait mobiliser dans le cadre de l'exercice de la planification stratégique. Et l'autre question, c'était quoi, Mélanie? Combien de personnes et combien de temps? Et combien de temps? Écoutez, il y a des organisations qui vont faire leur planification stratégique en dedans d'une journée ou deux. Ils vont le faire juste avec leur conseil d'administration. Il y en a d'autres qui vont dire on va faire une session avec le CA, une session avec l'équipe de travail et éventuellement une session commune. Il y en a qui vont se donner 6 mois pour faire leur planification stratégique avec différents moments pour laisser tomber la poussière, faire un peu de recherche, regarder l'environnement. Donc, il n'y a pas une réponse parfaite pour dire ça prend 5 heures, 10 heures, 1 mois, 6 mois. Ça dépend vraiment de votre organisation, de la motivation des gens et du temps des gens à investir dans le processus. Il faut juste trouver le meilleur processus pour chacune des organisations pour vivre pleinement l'exercice de planification stratégique. Comme je vous le dis, il y en a qui le font en 2 sessions, il y en a d'autres qui en 10 sessions, il y en a qui font des sondages en ligne pour alimenter le diagnostic. Il y a plein de façons de faire le travail, mais il faut juste trouver le meilleur processus pour vous. Il n'y a pas d'autres questions? C'est bon?